Sans transition, je vais passer la parole à Annette Jevorka, que sans doute beaucoup d'entre vous, dont sans doute beaucoup d'entre vous connaissent les travaux. Je vous recommande par exemple son avant-dernier livre, Tombeau, qui est l'histoire, une véritable recherche d'historienne, mais sur l'histoire de sa famille, qui est un très beau livre. Bon, Annette est directrice de recherche honoraire au CNRS, retraitée. On est toutes retraitées. Pardon, monsieur. Spécialiste depuis sa thèse de la déportation et du génocide, beaucoup travaillé sur les questions de l'oubli, de la mémoire, du témoignage, des témoins qui ont disparu, enfin bon, publié beaucoup de choses, les rapports aussi avec la résistance, avec le communisme. Donc ces derniers ouvrages, Tombeau, autobiographie de ma famille, aux éditions du Seuil en 2022, qui a reçu le prix Femina, et Anatomie de l'affiche rouge en 2023 au Seuil, dans le cadre aussi de la polémique avec l'entrée de l'affiche rouge au Panthéon. Et je crois que la dernière fois que nous sommes rencontrés, c'était le 7 octobre à Blois, où on a eu un sentiment peut-être un peu d'inutilité de ce que nous faisions, et où nous avons immédiatement eu le sentiment qu'on était devant un tournant. Alors, puisque je suis dans les souvenirs, c'est la seconde fois que je viens dans ce local de la Ligue des droits de l'homme. La première fois, c'était il y a peut-être une dizaine d'années, quand Françoise Bache a publié son petit livre en taille sur sa mère, Ilona. Françoise Bache, c'est la petite fille de Victor Bache, fondateur de la Ligue des droits de l'homme, et elle a consacré une grosse et excellente biographie à Victor Bache. Et puis, c'était une féministe. Hein, la vie intellectuelle de Françoise Bache, c'est moitié de vie. Elle s'occupe des femmes victoriennes, des femmes de l'Angleterre victorienne. Deuxième partie de sa vie, elle s'occupe de Victor et Ilona. Donc, à sa demande, je suis venu dialoguer avec elle sur Ilona. Et de ce fait, j'ai été convié à présenter une communication au colloque qui a été organisé pour le premier anniversaire du décès de Françoise Bache. Et du coup, je me suis replongé dans l'ensemble des écrits de Victor Bache, et notamment sur toute une partie de l'engagement de Victor Bache, qui était un engagement sioniste, qui était un engagement qui pensait que la solution pour les Juifs de l'Est, il ne parlait pas des Israélites français, enfin lui n'était pas tout à fait israélite, mais ce serait trop long d'expliquer, c'était d'avoir un foyer juif en Palestine. Et si vous relisez l'ensemble des écrits de Victor Bache, des écrits juifs de Victor Bache que Françoise a rassemblés, vous verrez ce qu'était sa pensée par rapport au fait d'être juif. Donc je voulais le rappeler ici, puisqu'on est à la Ligue des droits de l'homme, et que la Ligue des droits de l'homme a été créée précisément pour lutter contre l'antisémitisme au moment de l'affaire Dreyfus. Alors l'antisémitisme est-il un racisme? Puisque la question a été posée d'emblée. Alors oui, on peut dire que l'antisémitisme est un racisme, même si le terme même, puisqu'on en a déjà discuté, ne se réfère pas à la race, mais à la langue. Le préfixe « anti » est accolé au terme « sémitisme », et ça vient, alors là je parle sous le contrôle de Sylviane, parce que je suis très ignorant dans ces choses-là, donc je fais un peu semblant, ça vient de Sem, qui était l'un des trois fils de Noé, et qui est l'ancêtre des peuples sémites, qui sont définis ici, il faut le rappeler, par la langue. Et en fait, le terme sémite, si on veut essayer d'aller un peu plus loin que anti, le terme sémite, il a été inventé par un linguiste en 1781, et la première occurrence du mot antisémite, qui est une occurrence unique pendant près de 2 décennies, se trouve en 1860 sous la plume d'un grand savant orientaliste qui était juif autrichien et qui s'appelait Maurice
Steinschneider. Il l'invente pour désigner la vision des Sémites, qui est la vision d'Ernest Renan. Et puis le terme est repris, et on peut même dire qu'il est réinventé, donc je suis d'accord avec Nicole et avec Sylviane, par Wilhelm Marr, quand il crée, et je ne sais plus si c'est l'une ou l'autre qui a insisté, un parti, enfin une ligue, qui est la Ligue antisémite, et qu'il publie un ouvrage qui s'appelle « La victoire de la judéité sur la germanité ». Et le terme va s'acclimater tout doucement, mais assez rapidement quand même, dans le monde germanique, dans le contexte que Sylviane a rappelé, des années 80, et puis ensuite il va migrer dans d'autres pays, dont le nôtre. C'est un terme inapproprié, peut-on dire. Mais combien de termes sont inappropriés, hein, et combien de termes vivent après une vie qui est très loin de leur définition stricte. Car il désigne la seule hostilité aux Juifs. Et il marque un tournant que Sylviane a bien noté tout à l'heure, qui est le fait qu'être juif ne relève plus d'une confession, d'une religion, mais de caractères invariables que porte l'individu, qui sont des caractères physiques, des caractères mentaux, et que ces traits se transmettent par le sang. Donc, par l'intermédiaire du sang, on racialise une question qui, au départ, était une question largement religieuse. Alors, est-ce que l'antisémitisme, c'est une grande question, est un racisme comme les autres? Non. Parce que beaucoup de caractéristiques sont très différentes. La durée, d'abord. Sylviane en a parlé. Puisque les Juifs, qui ont toujours été une très petite minorité, et je vais dire un mot de cette question de minorité. Il y avait, avant ce qu'on appelle maintenant la Shoah, il y avait à peu près 18-19 millions de Juifs dans le monde. Aujourd'hui, on n'a pas retrouvé ce chiffre. C'est unique. Il n'existe pas de massacre d'une population, que ce soit, on peut prendre tout ce qu'on qualifie aujourd'hui de génocide, ou ce qui s'est passé en Union soviétique pendant la guerre, ou ce qui s'est passé en Chine dans les années Mao, qui ne se reconstitue pas très vite. La population juive ne s'est pas reconstituée, et aujourd'hui les démographes qui travaillent sur cette question indiquent qu'il y aurait dans le monde quelque chose comme 16 millions de juifs. Même pas la ville de Shanghai. Donc c'est pas beaucoup, et on peut se dire que la place que ça prend dans le débat public est très loin de correspondre à la place démographique. Et aujourd'hui, à peu près la moitié d'entre eux vit en Israël, l'autre moitié dans les Amériques, et de façon très résiduelle en Europe, parce qu'il n'y a pratiquement plus de Juifs dans les pays de l'ancienne zone de résidence dont a parlé Sylviane, pratiquement plus de Juifs en Ukraine, pratiquement plus de Juifs en Russie, pratiquement plus de Juifs en Pologne, et que la plus grosse communauté juive, comme on dit, je ne discuterai pas du terme de communauté, c'est la France, avec probablement aujourd'hui moins d'un demi-million, ce qui est vraiment une goutte d'eau par rapport aux, je ne sais plus, 60 millions, je ne sais plus où est-ce qu'on en est. Quand j'étais prof d'histoire géo au lycée Voltaire, je tenais mes chiffres démographiques à jour. Je ne le fais plus maintenant, mais je crois qu'il y a 60 millions de Français à peu près. Voilà. Donc, les Juifs ont toujours été une très petite minorité qui ont été victimes de persécutions pendant 2000 ans, depuis au moins la naissance de l'antijudaïsme chrétien qu'on connaît bien maintenant grâce aux travaux de la Seconde Guerre mondiale, et on pourrait citer le nom de Jules Isaac. Cet antijudaïsme chrétien qui est né avec le juif converti au christianisme, Paul de Tarse, qui accusait ses anciens corélégionnaires d'avoir tué le Seigneur Jésus et d'être hostile à tous les humains. C'est curieux cette phrase, hostile à tous les humains, parce qu'on retrouve pratiquement cette phrase dans le conte de Jean-Claude Grimbert, La plus précieuse des marchandises, les sans-cœurs. Les sans-cœurs. Donc on retrouve quelque chose qui se trouve déjà dans
Paul de Tarse, que je fréquente beaucoup moins que Grimbert. Donc on a des thématiques qui cheminent avec des fortunes diverses au cours des siècles, dont Sylviane a déjà parlé, mais qui se révèlent d'une étonnante stabilité et qui estompent, et c'est ce que disent aujourd'hui un certain nombre d'historiens, qui estompent les frontières entre l'antijudaïsme et l'antisémitisme. Aujourd'hui, on est beaucoup moins rigoureux dans ces frontières. L'antisémitisme est donc protéiforme et il traverse les périodes historiques. Aucun trait physique ne permet de distinguer les Juifs des populations parmi lesquelles ils vivent. Et malgré les gros efforts qui ont été faits par l'anthropologie nazie, on n'a jamais réussi à distinguer des traits, même si on a mesuré tous les nez, mesuré les crânes, mesuré les pieds plats, on ne peut pas reconnaître un Juif. Et c'est cette invisibilité, cette impossibilité de les reconnaître qui est au cœur de l'antisémitisme, quand les Juifs, au cours du XIXe siècle, à des dates différentes suivant les pays, se sont émancipés et ont pénétré dans les sociétés occidentales, certains avec un très grand succès. Il faut donc défendre la pureté de la nation contre ces intrus qui, tels des virus, et là on retrouve le Covid, dont parlait Sylviane, contaminent les sociétés, détruisent et décomposent les nations. Donc les Juifs émancipés, intégrés dans la société bourgeoise, sont la principale menace. Et il convient pour certains de les outer. C'est un terme anachronique. Et c'est ce que fait Édouard de Roulemont dans son best-seller intégral, qui est La France juive, 1886. Les Juifs sont les suppôts du capitalisme international, les Juifs sont le suppôt de la haute finance internationale, et l'inusable symbole de cela, c'est la famille Rothschild, qui pourtant n'est plus ce qu'elle était. La banque Rothschild n'est plus ce qu'elle a été. Et il n'y a qu'un pas pour inventer le complot juif. Je fais une petite incise. 2000, la première candidature d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. On a vu apparaître des caricatures, je ne sais pas si vous vous rappelez, d'Emmanuel Macron avec un chapeau haute forme, un gros cigare et le dollar qui... voilà. Et on l'a vu apparaître, y compris chez des gens, enfin y compris, on l'a vu apparaître chez des gens de gauche. Je me rappelle Philoche, j'ai oublié son prénom, Gérard Philoche, mettant sur son, je ne sais pas quoi, Twitter, blog, enfin sur ses réseaux sociaux, cette caricature de Macron. Et on disait Macron, banque Rothschild, Pompidou aussi avait travaillé à la banque Rothschild, et on n'aurait jamais dit, je ne sais pas, Macron Crédit Agricole, par exemple. Donc, Macron représentait la finance juive internationale parce qu'il avait un peu travaillé à la banque Rothschild, comme beaucoup d'autres hommes politiques dont on n'a pas dit qu'ils étaient la finance juive. Donc, le pas a été franchi avec la publication des protocoles des sages de Sion, qui ont été publiés pour la première fois en Russie à l'été 1903, peu après un pogrom très important dans la symbolique, parce que quand on regarde le nombre de morts du pogrom, après ce qui s'est passé, donc après les pogroms qui ont suivi la guerre civile en Russie, dont on ne sait pas, mais enfin peut-être 200 000, 50, 100, 200 000 morts, et puis bien évidemment la Shoah. Le pogrom de Kishinev est sans lien avec lui. Et pourtant, il y a quelque chose de troublant dans le caractère synchrone entre l'antisémitisme du pogrom de Kishinev et l'antisémitisme des protocoles des sages de Sion. Qu'est-ce qui se passe à Kishinev? Kishinev, c'était en Bessarabie. Enfin bon, la géographie de ces pays est d'une très grande complexité. Aujourd'hui, c'est en Moldavie, si je ne m'abuse. Voilà. Et c'est ce qu'on dit. Voilà. Bon, et Kishinev, peu avant la Pâque orthodoxe, on découvre le corps d'un jeune garçon lardé de coups de couteau.
Et immédiatement, la rumeur se répand, c'est un meurtre rituel. Il a été assassiné pour que son sang soit mélangé à la matzah, le pain azim sans levain que mangent les Juifs donc, pendant la semaine qui commémore la sortie d'Égypte. C'est une des accusations qui parcourt les siècles et l'Europe en écho au sang versé par le Christ, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Et elle naît, bon, Sylviane vient de le rappeler, pour la première fois en Angleterre, à Norwich, après la mort d'un enfant de 12 ans, et elle reste vivace. Tout à l'heure, Sylviane a cité l'affaire Bélis. Moi, dans mon exposé, je m'étais consacré plutôt au pogrom de Kielce, parce qu'il est encore plus tardif que l'affaire Bélis de 1946. 1946, dans la ville de Kielce, les rares survivants rentrent, et accusation de meurtre rituel, pogrom, quelques dizaines de juifs assassinés, de juifs survivants de la Shoah. Et les conséquences vont être importantes sur l'émigration des Juifs de Pologne vers, on est en 1946, vers la Palestine mandataire. Alors le protocole, alors je ne vais pas y insister, mais avec le protocole, le crime rituel et les pogroms, on a des phases de l'antisémitisme qui ne s'excluent pas. Alors, bon, moi j'aime bien les travaux de Taguieff sur le protocole, les salles de show. Je suis moins spécialiste que toi de cette question. Donc, Norman Cohn, Taguieff, enfin bref, les protocoles des sages de Sion, on sait à peu près tout aujourd'hui sur leur élaboration. Qu'est-ce que ça signifie? Ce sont les sages de Sion qui se réunissent pour comploter, pour dominer le monde. Le complot juif. Le juif, comme disent les antisémites, a un projet politique. Le juif, c'est-à-dire les juifs tous en tout lieu, puisqu'ils vivent dispersés de par le monde, les invisibles, ceux qui sont totalement assimilés étant les plus dangereux, sont partie prenante d'une conspiration qui est destinée à ruiner l'humanité et à en être les maîtres. Ils sont le diable. Et avec la révolution bolchevique et la naissance des partis communistes, les juifs, qui étaient auparavant et qui le restent les suppôts de la finance internationale, deviennent en même temps les suppôts de la révolution mondiale. Le bolchevisme devient le bolchevisme juif. Le péril rouge est un péril juif. La haine anti-bolchevique, et qui est première dans les débuts du parti nazi, devient aussi quelque chose qui va nourrir l'antisémitisme. Alors, je vais dire quelques mots, qu'il n'y a plus énormément de temps, sur l'idéologie hitlérienne, parce qu'elle me semble particulièrement importante. L'idéologie hitlérienne a atteint sa cohérence qu'en fusionnant des éléments qui venaient des siècles. L'histoire, pour Hitler, c'est l'histoire de la lutte d'un peuple pour son espace vital. C'est l'histoire de la lutte des races. Dans le nazisme, il y a une hiérarchie des races. Tout à fait en haut, il y a la race des seigneurs, les Aryens, entre guillemets, qui doivent dominer le monde. Il y a les Slaves, par exemple, qui doivent travailler au service des Aryens comme esclaves. Et il y a ceux qui n'ont même pas le droit d'appartenir à la race humaine, qui sont les Untermenschen, les sous-hommes, qui sont les Juifs. Mais ce qui est intéressant, enfin ce qui est important dans le nazisme, c'est cette idée qu'il faut se débarrasser de tous les Juifs. Et peut-être mon historien du nazisme préféré, qui est Saul Friedlander, parle d'un antisémitisme rédempteur. Qu'est-ce que ça veut dire l'antisémitisme rédempteur? Ça veut dire que pour pouvoir installer le Reich de Milan, pour pouvoir rédimer l'humanité, il faut qu'il n'y ait plus de Juifs. Alors maintenant, comment fait-on pour qu'il n'y ait plus de Juifs? Donc on a une question très compliquée, parce que comment est-ce qu'on va reconnaître un Juif? Ça, c'est une grande question.
comment faire pour que le Reich et ensuite tous les territoires qu'il va conquérir soient Judenrein, propres de juifs. Alors quand j'étais prof de lycée, ce que j'ai été longtemps, je posais toujours la question à mes élèves. Alors je leur posais deux questions. Combien il y a de juifs en France? En général, ils me répondaient 5 millions. Et ensuite, je leur demandais comment on fait pour reconnaître un juif. Alors là, ils étaient bien embêtés. Alors on peut reconnaître par le nom. C'est-à-dire quand vous vous appelez Lévi ou Cohen, il peut y avoir une suspicion. Mais encore, il y a des Cohen pas juifs. Des Lévi pas juifs, pas des Cohen. Voilà. Et puis on ne peut pas reconnaître un juif. Et définir qui est juif va occuper les juristes et les spécialistes de biologie raciale pendant toute l'histoire du Reich. Et elle va beaucoup occuper aussi le gouvernement de Vichy. On tente de définir des caractéristiques physiques et je vous rappelle la scène qui ouvre Monsieur Klein. Re-regardez Monsieur Klein et regardez la visite médicale dans la scène de Monsieur Klein. Donc, le nez, alors le nez juif, je crois que je l'ai lu dans ton ouvrage, il a été inventé au XIIe siècle. Hein, c'est au XIIe siècle qu'on invente le nez juif. Les cheveux sales, les lèvres lipues, les doigts crochus parce que ça atteste la cupidité. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans l'exposition du Palais Berlitz, Les Juifs et la France, inspirée par la propagande allemande. C'est une approche vaine, et pourtant, c'est une approche physique dont les nazis ont usé à Nice après septembre 1943, puisque le préfet résistant de Nice avait détruit les fichiers, qu'en zone sud, on n'a jamais porté l'étoile, et que les nazis ont embauché des physionomistes russes en général, russes blancs, qui arpentaient les rues pour essayer de reconnaître des juifs au faciès. Enfin, quand ça ne marchait pas au faciès, ils obligeaient les hommes à baisser leurs pantalons et à vérifier s'ils étaient circoncis ou autres. La seule définition opératoire pour Vichy ou pour les nazis, ça a été de faire appel à la religion des grands-parents, puisque les grands-parents à l'époque avaient vécu dans une période où chacun avait une religion. Et puis en Allemagne, le système est tout à fait différent, puisque chacun paye un impôt à une religion, donc je sais pas si c'est encore le cas maintenant, oui. Voilà. Donc chacun appartient à une église. Voilà, c'est donc une définition qui fait appel à la généalogie, donc elle est raciale, puisqu'elle fait appel à des lignées. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a des mariages mixtes? Qu'est-ce qui domine, le sang arien ou le sang juif? Ça aussi, ça a beaucoup occupé les nazis. Et si vous lisez le protocole de Wannsee, très important, puisque c'est le protocole qui organise la solution finale, vous voyez qu'une toute petite partie est consacrée à l'organisation de la solution finale, et la plus grande partie à discuter si les Mischlinge, c'est-à-dire les sangs mêlés, sont plutôt juifs ou plutôt ariens, suivant les circonstances. Alors, il y a toujours un précédent historique, bien évidemment, et c'est les statuts de pureté de sang dans le monde hispanique, après l'expulsion des Juifs d'Espagne de 1492, qui ont créé une législation discriminatoire à l'égard des convertis et de leurs descendants. La seule justification, je cite un des très très grands historiens, que Sylviane connaît bien puisqu'elle lui a consacré un volume, qui est Yerushalmi, et qui écrit « La seule justification possible d'une législation discriminatoire à l'encontre du converso et de ses descendants était nécessairement d'ordre génétique. Ce n'était plus la religion, mais bien le sang, qui devait accéder au rang de facteur d'irriement. » En Espagne, comme en Allemagne nazie, c'est l'arbre généalogique qui tient lieu de preuve. La seconde question que je ne vais pas développer, parce que je crois que mon temps de parole est à peu près passé, c'est comment on fait, comment rendre le Troisième Reich, Judenreich. Et Raoul Hilbert qui est un des très grands historiens de la destruction des Juifs d'Europe,
il ouvre son volume. Raoul Hilberg, c'est... Eh bien, on l'avait rencontré, il était là, ce fameux colloque dont on parlait, Goldhagen, Hannah Arendt. Raoul Hilberg c'est Raoul Hilberg qui fait sa thèse, et puis ensuite, pendant 40 ans, il l'augmente. Même plan, même problématique, il l'augmente. Mais il l'ouvre avec un chapitre qui s'appelle Les précédents, et les précédents, il montre comment chaque mesure prise par les nazis a connu un précédent. Le marquage, c'est la rouelle, l'isolement, c'est le ghetto, la privation des biens, c'est la spoliation qui n'est pas une invention de Vichy ou des nazis, mais qui a existé aussi au Moyen-Âge. Quand on expulsait les Juifs, on spoliait leurs biens, si j'ai bien compris. Ils devaient laisser leurs biens. Tout ça, je le dois à Sylviane, parce que ce n'est pas du tout mon champ. Voilà, les expulsions. Mais ce qui rend unique le nazisme, c'est l'éradication des Juifs de toute l'Europe. Et c'est ce qui fait de la Shoah quelque chose d'unique, parce qu'on va aller rechercher chaque Juif où qu'il vive, quelle que soit sa nationalité, pour l'assassiner. Et je terminerai d'ailleurs par Victor Bach. À Auschwitz, Anne Frank d'Amsterdam, Primo Levi de Turin, Imre Kertész de Budapest, Simone Jacob Weil de Nice. Qu'est-ce qui se passe pour le couple Ilona et Victor Bach, qui sont tout à fait retirés de toute affaire politique? Ils sont âgés. Victor Bach est très malade en plus. La milice fait irruption chez eux, la milice accompagnée de nazis, et il y a une discussion pour savoir si on va les déporter. On juge qu'ils sont trop faibles pour être déportés, et le 10 janvier 1944, on assassine Victor et Hélène Ilona Bach. Et il y a un petit papier, malheureusement je ne l'avais pas préparé, mais sur le petit papier qui est laissé sur le tombe, il y a « Le Juif paye toujours ». Et j'ai terminé.